Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le climat n'est pas loin d'être irrespirable à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Depuis une semaine, la commune vit au rythme des dégradations et des affrontements entre policiers et délinquants. Attaque du commissariat, destruction des caméras vidéo, coupure de l'éclairage public, la liste est longue. Combien sont-ils? Une poignée selon la mairie, mais leur très jeune âge surprend autant qu'il agace les habitants. Sur les 10 personnes interpellées, 9 sont mineurs. Reportage Noémie Loisel. 11 ans, c'est l'âge du plus jeune des mineurs interpellés après une série de violences urbaines dans la commune, un chiffre qui choque les habitants. Qu'est-ce que les enfants font dehors le soir? C'est toujours la même question. À 11 ans, les enfants doivent être chez eux. J'ai jamais vu ça. Jamais on a manqué de respect aux forces de l'ordre. Face à ces violences impliquant des enfants de plus en plus jeunes, les riverains s'interrogent sur la responsabilité des parents. Je pense que les parents ont quand même leur rôle à jouer. C'est vraiment un laisser-aller des parents. Des fois, les parents sont dépassés. Les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus agressifs. Des mineurs qui sont de plus en plus impliqués dans les violences urbaines en France, indique Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Ces jeunes sont déresponsabilisés, réfractaires à toute autorité, et c'est en ce sens qu'il faut absolument responsabiliser les parents par des mesures qui peuvent être d'ordre financier, comme des amendes, qui peuvent être la suppression ou la diminution d'aides sociales. Le maire Alexandre Vincendé va convoquer les parents des mises en cause afin de leur proposer un accompagnement parental. En cas de refus, il souhaite suspendre les aides municipales et en cas de condamnation judiciaire, engager une procédure d'expulsion de leur logement social. Rieux-la-Pape, Noémie Loisel, Europe 1. À Paris, c'est du jamais vu en matière de saisie de stupéfiants. 435 kilos de cocaïne découverts dans une cave du 12e arrondissement. 4 personnes ont été interpellées. Récit complet de cette saisie tout à l'heure dans le journal de 8h. À droite, on se prépare à élire le futur président des Républicains. Dernier jour de campagne avant de laisser les adhérents trancher. Près de 122 000 selon les derniers chiffres. Résultat communiqué dimanche à l'occasion du congrès du parti. 2 candidats en lice qui ont débattu directement hier soir à la télévision. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le patron des députés LR à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez. L'issue du scrutin reste, quoi qu'on en dise, très incertaine, Alexandre Chauveau. Après 3 mois de campagne, les 2 candidats achèvent leur tournée des fédérations ce soir, à domicile dans la métropole lyonnaise pour Laurent Wauquiez, à Nîmes dans le Gard pour Bruno Retailleau. L'occasion de marteler une dernière fois ses arguments, l'indépendance totale de la droite face au macronisme pour l'un, l'utilité d'être au gouvernement pour peser sur les orientations du pays pour l'autre. Tous deux se rêvent en tout cas en champion de leur camp pour 2027, mais leur stratégie pour conquérir le parti aura différé. Des salles pleines dans une 50aine de départements pour Bruno Retailleau, surfant sur sa notoriété de ministre. Un méticuleux quadrillage du territoire pour Laurent Wauquiez, avec une campagne démarrée plus tôt et près de 110 déplacements. Le vainqueur, connu dimanche, sera à la tête d'un parti revivifié par plus de 75 000 nouveaux adhérents. De quoi construire une alternative pour la prochaine présidentielle et bousculer l'offre à droite, représentée jusqu'ici par Édouard Philippe, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et à Matignon, comme au ministère de l'économie et des finances, on attend ce matin les chiffres du chômage avec une certaine appréhension. Et Bercy ne se fait guère d'illusions. Les principaux indicateurs sont dans le rouge et les faillites d'entreprises au plus haut. Près de 68 000 enregistrés l'an dernier, chiffre supérieur au pic historique de 2009. Cela devrait donc se retrouver dans les chiffres que s'apprête à communiquer l'INSEE. Barthélémy Philippe. En tout cas, c'est le scénario le plus probable depuis le premier trimestre 2023. Le chômage remonte doucement, mais sûrement. Au 4e trimestre 2024, il avait atteint 7,3% de la population active, ce qui représente 2,3 millions de chômeurs. Ce matin, l'INSEE devrait annoncer un chiffre en hausse, selon Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. L'emploi stagne, alors même que la population active, a priori, continue d'augmenter. On a du mal à imaginer un chômage qui baisserait. Un autre facteur pourrait orienter les chiffres à la hausse, c'est la réforme du RSA, en vigueur dans toute la France depuis le début de l'année. La réforme du RSA, qui met davantage de pression en fait pour rechercher un emploi. Il est très possible qu'il y ait un certain nombre de personnes au RSA qui étaient classées dans la population active et qui se retrouvent chômeurs, parce qu'ils se mettent à chercher activement du travail. À plus long terme, la plupart des instituts économiques s'accordent sur une remontée assez nette du chômage pour atteindre 8% à la fin de l'année. Un retour au niveau de l'automne 2021 à la sortie de la crise sanitaire. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Il ne manquerait plus que les entreprises françaises soient tentées par l'exil. L'annonce de Sanofi qui va investir 20 milliards de dollars aux États-Unis n'est pas du goût du ministre de l'économie. Commentaire amer d'Éric Lombard. C'est un moment et une annonce désagréable.
Et à l'étranger, les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie doivent débuter aujourd'hui en Turquie. On restera prudent tant les revirements ont été nombreux. Seule certitude, cette reprise de contact direct, la première depuis l'invasion russe en 2022, se fera sans les principaux intéressés, à savoir les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Donald Trump, lui non plus, ne sera pas là. Quant au format de cette réunion cet après-midi à Istanbul, eh bien, il a lui aussi changé, Antoine Bienvaux. Oui, plusieurs rencontres trilatérales sont prévues dès aujourd'hui à Istanbul, entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie d'une part, et entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie d'autre part. L'absence de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky à ces échanges rend cependant très peu probable d'éventuelles avancées. Mais ces réunions pourraient néanmoins servir de base à de futures négociations plus concrètes, selon le grand reporter Régis Le Sommier, invité de Maël Hassani dans Europe 1 Nuit hier. On va discuter de ce sur quoi on va négocier. On va pas en fait vraiment négocier, et c'est pour ça qu'il faut pas en attendre des progrès extraordinaires. D'un côté comme de l'autre, on n'est pas sur les mêmes bases. Est-ce que il va y avoir peut-être des choses positives, et dans ce cas-là, on pourra peut-être imaginer passer à un autre stade. Également absent des négociations, Donald Trump assure de son côté que rien ne se passera tant qu'il n'aura pas directement rencontré à nouveau Vladimir Poutine. Même le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, concède ne pas avoir de grandes attentes vis-à-vis de ces réunions en Turquie. Antoine Bienvaux. Donald Trump achève sa tournée dans les pays du Golfe par une avalanche de contrats et une pluie de dollars. Dernier en date, celui signé avec les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi promet d'investir 1400 milliards de dollars aux États-Unis sur 10 ans. Principaux secteurs ciblés, l'énergie, les technologies et l'intelligence artificielle. Et à Rome, le pape va faire officiellement son entrée au Vatican. La messe d'intronisation du nouveau souverain pontife aura lieu dimanche, place Saint-Pierre. Et on retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Plusieurs milliers de personnes attendues, des chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants. Frédéric Michel, le Vatican prépare l'événement dans les moindres détails. Oui, le secret de service a été aperçu en repérage. Le vice-président américain J.D. Vance assistera à la messe inaugurale place Saint-Pierre. Il était déjà venu pour le week-end de Pâques et avait rencontré quelques heures avant sa mort le pape François. Son cortège était composé d'une centaine de véhicules. Il devrait en être de même dimanche. D'autres hommes politiques de premier plan sont attendus. François Bayrou représentera la France. On ne sait pas si le Premier ministre fervent catholique rencontrera le pape Léon XIV. Un doute plane sur la présence du président Zelensky. Hier, les médias italiens se faisaient l'écho d'un appel téléphonique entre la chef du gouvernement italien et le Saint-Père. Un appel téléphonique entre la première ministre Meloni et le pape Léon XIV, et dans lequel la première ministre a souligné l'appréciation du soutien aux efforts déployés par le Saint-Siège pour parvenir à la paix dans les lieux en ce moment en crise. Et comme pour les obsèques du pape François, le dispositif de sécurité devrait être hors norme. Les autorités italiennes ont l'habitude de ces événements d'ampleur, mais c'est à chaque fois un défi sécuritaire. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1, place Saint-Pierre à Rome. Les sports, le football, Barcelone sacré champion d'Espagne à 2 journées de la fin du championnat après sa victoire 2-0 face à l'Espagnol. 28e titre de champion pour les Barcelonais. Derby catalan marqué par un incident avant la rencontre. Une voiture a foncé dans la foule massée devant le stade. L'accident involontaire, selon les policiers, a fait moins d'une dizaine de blessés légers. Et puis le tennis, le Masters 1000 de tennis à Rome. Carlos Alcaraz, Leonardo Musetti et Yannick Sinner, Tommy Paul. C'est le programme des demi-finales du jour dans le tableau masculin. Demain, la finale dame opposera l'Italienne Yasmine Paolini à l'Américaine Coco Gauff. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.